Ok les gars, quand vous voulez cette fois. Ok. Donc là, il faut que je clappe des mains. Ouais, si t'as envie, mais en fait, non. Ok, ça roule. Bah, je vais quand même le faire. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Bienvenue Guillaume ici. Merci de me recevoir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci, merci. Ça fait un bout de temps qu'on te suit. Ouais. Ouais, depuis 2019. Ok, ah oui, ça remonte. Donc, C'est bien, tant mieux. ouais, t'étais en privé à l'époque. C'est vrai. Je venais de me faire péter mon premier compte Insta. Non, c'est vrai. Ouais, donc je m'étais mis en privé à l'issue. Ouais. C'est une affaire régulière, se faire péter les comptes Insta. Oh, bah là, cette année, t'as pris cher quand même sur Insta. Ouais. On s'est fait supprimer. Après, bon, là, on est revenu en 9 jours. Je pense que c'est un record du monde. Donc, ça nous a coûté de l'argent. Mais on est passé pour des gens immortels sur Insta. Je vous donnerai le tuyau pour ceux qui veulent. Carrément. Mais il y a des solutions. Merci de me recevoir en tout cas. Trop bien. Non, ça fait extrêmement plaisir. Tu viens là pour le séminaire 360. Oui, avec l'équipe de Move It Academy qui m'a fait l'honneur de me proposer d'intervenir à Caen sur 3 jours avec Maxime Bisson et Nicolas Falk, dit le Falcher, qui est à l'origine du terme falcher. J'ai découvert ça, mais on sait pas. Oh, c'est bon. On sait pas. On sait pas si Nicolas falche des gens, Ouais. falche sa femme. Tu sais, c'est comme Schtroumpf. Ouais, c'est un peu l'équivalent de Schtroumpfé. Schtroumpfé, ouais. C'est un peu, ouais. Est-ce qu'un falqueur sachant falcher peut falcher sans Nicolas Falk? Tu vois, je sais pas. Bref. Je vous préviens, je suis un petit peu fatigué parce que ils m'ont fait une blague pour l'organisation du séminaire. Je trouve ça très drôle. Hein. Franchement, moi j'ai beaucoup d'humour, donc franchement les blagues j'adore. J'ai reçu il y a 48 heures un billet qui m'invitait à partir de Marseille, donc à 1h30 de route de chez moi, à 4h30 du matin. Donc j'ai demandé à Mehdi de Move It. Non, mais il est où mon vrai billet? Et il m'a dit non, c'est ton vrai billet. Donc là, je dors des 10 minutes sur les parkings pour essayer de récupérer parce que bien évidemment, je suis dans les meilleures conditions pour tenir 3 jours de séminaire. Donc je risque d'avoir un humour vraiment beauf, mais c'est ma manière à moi de relâcher ma fatigue. Voilà, je vous aime. Et ça avec un cœur. Niveau humour beauf, je pense que là, t'es bien entouré quand même. Ouais, là on est pas mal. Là. Parce que là, on a Léana, franchement, elle est au top. Hein. Là on est pas mal. Non, Léana relève le niveau. Hein. Léana, c'est la moins graveleuse. Le falche, c'est le pire. Ah ouais. Mais Mehdi, ouais, il est dans l'angle mort. Ouais. Il attend de le dépasser. Il falche un petit peu. Ouais. Bah, initialement, nous, on a fait un vlog avec Max. Ok. Il y a quelques semaines de ça, on s'est mis une bonne petite cartouche en mode Aerox. Ouais. Parce que c'est un peu à la mode. Moi, j'ai passé la main sur le WOD. Hein, ils m'ont proposé, mais c'est moi qui ai dit, si on peut éviter là. Parce que derrière, j'ai les 2 jours à tenir. Enfin 3. Donc en l'occurrence, là il n'y aura pas de WOD dans ce vlog, mais c'est de mon initiative. Hein. J'ai passé le tour sur celui-là. Oui, Max, très bon mec, on s'est rencontrés. Putain, ça va faire la 10e année, je crois que je le connais. Puisque je l'ai rencontré la première fois à l'INSEP au French Throwdown 2015. Donc on est en 2025. Ça va faire 10 ans c'était juin, je crois, la finale des French. Donc non, très bon mec, moi j'ai bien suivi son parcours, on s'est retrouvés aussi au régional à l'époque, en 2018 je crois, si je dis pas de bêtises. Très bon mec, je pense que ça va être un très bon week-end avec lui. Vous me voyez me gratter de partout et écraser des trucs sur moi, c'est parce que j'ai découvert qu'à Caen il y avait des... Bêtes d'orage. Comment on dit Léana? Des bêtes d'orage. Alors pour moi, ce qu'on disait dans le sud, c'est un bête d'orage quoi, c'est genre un orage de ouf, tu vois. Et non, des bêtes d'orage, ce sont des micro... Des micro-mouches, ouais. Des micro-mouches très bizarres, mais elles sont mignonnes. Hein. Elles gratouillent un peu, mais elles sont mignonnes. Donc non, si vous me voyez à la caméra faire des trucs avec mes mains, des trucs comme ça, là, non, j'ai pas développé de maladie type monk. Je suis juste en train d'exterminer une sourasse.
d'insectes. Je précise. Ouais, parce que la Sora, c'était en train de l'exterminer, mais c'est autre chose. Non, d'insectes. Oh, D'insectes, pardon, voilà. excusez. D'insectes. On a falché. On va discuter un petit peu. D'ailleurs, si tu as Avec pris plaisir. un petit café pour... À un moment, peut-être que je vais t'en demander un, mais là, ça y est, j'ai dormi 7 minutes, donc je suis vraiment en canne. Sommeil polyphasique. T'as vraiment pioncé? Ouais, je me suis couché là, j'ai fait... respiration... cohérence cardiaque, là, poum, KO. Après bon, c'est pas des situations viables, hein. Ce soir, je ferai un bien meilleur dodo. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert, vous, ici? Ça fait 3 ans, là. On est sur la 3e année. Et Corentin, il est là depuis longtemps? Parce que là, j'ai vu Corentin, qui est un client fidèle de Watt, qui a fait mon stage en Bretagne, qui est sur le Mastermind aussi, donc je suis très très content de le voir. Ouais, il a fait les Wars aussi. Ouais, aussi, ouais, il a fait Siftac aussi. C'est un fidèle. C'est combien de temps qu'il est avec toi? Alors, il bosse pas ici, normalement. Ok. Il est arrivé en tant qu'adhérent cet hiver. Génial. Et on a tout de suite s'accroché, hein, parce que Ouais, franchement, c'est pas étonnant. ça match. Bon mec. Et là, ce matin, en fait, vu qu'on est fermé ce week-end, Ok, je me suis dit, je vais faire plaisir aux gens, je vais ouvrir un autre créneau dans la matinée. trop bien. Et donc il te remplace. Et donc, du coup, il me remplace, ouais. Trop cool. Je l'ai appelé au secours hier soir. Bon mec. Donc franchement, il a géré de ouf. C'est cool. Donc ouais, ça fait 3 ans qu'on est ouvert. Donc t'as Ok. vu mon ancien associé il y a pas longtemps qui a fait voir Ok. un petit barbu. Alors, Maintenant t'es seul aux commandes. maintenant, ouais, solo. Ok. Ça va bien se passer. Et puis là, le petit challenge de fin d'année, c'est de développer l'équipe Ok. pour moi avoir du temps pour faire d'autres trucs bien quali, quoi. Ouais, c'est toutes les phases qu'on a tous connues, hein. Moi j'ai commencé seul aussi, et puis après, si on veut avoir le temps de faire des tâches connexes, hélas, comme un peu de com, un peu de compta, et pas se faire trop dépasser par ces tracasseries, c'est clair qu'avoir une équipe est nécessaire. C'est un virage, c'est la plupart du temps dans le business model, on démarre tout seul. Et c'est vrai que c'est un enjeu d'arriver à trouver une équipe. Mais ouais, c'est le facteur limitant, c'est l'humain. La plupart du temps, c'est l'humain. Faut avoir des bons castings. Je connais des gens qui ont eu beaucoup de chance sur les gens qu'ils ont pu recruter. Moi, ça a mis longtemps que je me fasse une très bonne équipe. Et je connais des gens qui n'ont jamais réussi à le faire et qui sont... et pour qui ça s'est plus ou moins bien terminé. Donc c'est vrai que c'est un enjeu dont on parle pas... très souvent. Après, moi, ce que je dis tout le temps, c'est quand le problème, c'est l'humain, c'est qu'en vrai, ça va bien, au sens où, voilà, on a une capacité à recruter. Ouais. Les premiers temps, la plupart du temps, on peut pas se monter une équipe parce qu'on n'a juste pas les moyens, de recruter. Ouais. Ça, c'est un autre problème. Là, l'enjeu, c'est on a une alternante Ouais. avec qui ça se passait correctement, on va dire. Là, sur la fin d'année, ça se passe beaucoup mieux parce que j'ai dit ça casse les couilles. Faut On que tu level up. Ok. faut que tu vales le coup d'être ici. Donc là, ça se passe bien. Et l'enjeu, c'est j'aimerais beaucoup, tu vois, la salariée, mais France. Ouais, c'est un enfer. Donc complexe. Donc je pense dans un premier temps, on va avoir quelques freelances. Ouais, bon, on a tous, je pense que c'est la voie, hein. Ouais. Et là, après, en fait, c'est hyper compliqué parce que quand t'es à la place du dirigeant, c'est la facilité de les prendre en auto. C'est vraiment la facilité. Et en vrai, c'est nécessaire, le temps de voir si les gens ils font l'affaire. Mais après, le droit du travail et les charges, moi, je vois sur We Are Athletic, on a une équipe de 6 maintenant. Bien. Quand je vois ce qu'on paye en URSAF, Ouais. tu te dis, tous les mois, tu te demandes si tu vas pouvoir garder les gens. Pourtant, la boîte tourne super bien et tout, tu vois, mais ça te bloque dans plein de choses en termes de trésor, parce qu'il faut toujours provisionner des sommes astronomiques. Et il y a un autre point aussi que je trouve qu'on dit pas assez, j'en profite qu'on en parle, c'est que il y a pas mal de réels qui ont tourné là-dessus sur Insta, là, de certains dirigeants d'entreprise, tu sais, qui l'expliquent. Ouais. T'as une niche, en fait, du SMIC où tu as moins de charges sociales et moins de charges patronales.
Et en fait, dès que tu sors de cette niche-là, en fait, les charges explosent. Ah ouais? Et donc, tu vas avoir des employés qui vont se dire « Ouais, franchement, mon patron, il est pas sympa, tu vois, il pourrait me filer 100, 200 balles de plus. » Et t'as plein de gens qui expliquent qu'en fait, pour payer 100 balles de plus ton employé, ça va coûter 400 balles de plus à ton entreprise. Ouais. Pour filer 200 balles de plus à ton employé, ça va coûter un truc comme 600 ou 700 balles à l'entreprise. Et là, d'un coup, tu vois, toi, tu veux donner 200 € de plus à ton employé. Si ça te coûte 700 balles de plus, j'arrondis à peu près, mais d'un coup, tu sors 1000 € pour un retour sur investissement de 200 € pour ton employé. Ouais. Et tu vois, tout ça, c'est des logiques que quand on est employé, on comprend pas trop. Mais clairement, quand on a une boîte à gérer, de la trésor, en plus sur les salles de sport, il y a un côté un peu saisonnier où on a beaucoup d'inscriptions à certains moments et beaucoup moins d'autres, etc. C'est des dynamiques. Moi, j'en parle beaucoup avec mes employés parce que je veux pas qu'il y ait de malaise ou d'incompréhension, et je partage beaucoup les contraintes d'être patron pour les mettre à ma place. Tu vois. Ouais. Où je leur dis, moi, j'aimerais bien, mais imagine-toi que sur l'année, je vais te donner 200 € de plus, donc tu vas gagner 2400 € sur l'année. Fais 800 x 12, ça en a coûté 6 ou 7 000 à l'entreprise, en plus des 2400. Donc pour te donner 2400 en plus, moi, il faut que je budgétise 10 000 € sur l'année, juste pour ça. Ouais. Tu vois, c'est pas du tout... Et ça, je sais qu'il y a très peu de patrons qui en parlent, et ça crée des incompréhensions. Ouais, ça crée vraiment une scission entre employés. Ouais, où le mec il se dit franchement mon patron c'est un enculé parce qu'il veut pas m'augmenter. Alors que, pour pouvoir augmenter un employé de 2400 balles, si tu sais que ça t'en coûte en totalité 10 000 sur l'année, c'est pas du tout la même trésor. Ouais, non, c'est clair. Je sais pas combien vous payez le loyer ici, mais par exemple nous, 10 000 €, c'est 2 mois de loyer de la salle. Ouais. Donc tu te dis ok, donc en fait à cause de ça, parce que je vais payer pendant, c'est exactement ça. Pour augmenter de 200 € par mois mon employé, c'est comme si je payais 14 mois de loyer sur 12 en termes de trésorerie. Je pense que les gens se rendent pas compte, et la plupart des grands patrons qui ont été interviewés par des commissions parlementaires, etc. sur le sujet expliquent que ça te tue complètement l'économie française, tout le monde râle que les salaires augmentent pas et tout, mais depuis que moi je suis passé de l'autre côté et que au-delà de me payer, je paye des gens avec des vrais contrats, etc., etc. Parce que ça, c'est aussi, tout le monde parle, tout le monde bavasse, tout le monde est meilleur que les autres, mais des gens qui ont des vrais CDI dans leur entreprise, dans le CrossFit. Oh, c'est rare, hein. Ouais, j'en connais pas des caisses, hein. Donc ils sont tous là à faire les malins, mais t'as des mecs, ils ont leur salle, ils sont ouverts depuis 10 ans, ils ont toujours pas de CDI. Ils t'expliquent comment on entreprend. Bref, je pense que c'est un vrai frein. C'est un vrai frein. Il y avait un projet, je me souviens, c'est Daniel Chaffé qui en avait parlé à l'époque. Pour les gens qui nous regardent, le savent peut-être pas, mais le e-sport... Ouais. Et les jeux vidéo, ça a une TVA à 5,5%. C'est indécent, ça. Le golf et le ski, ça a une TVA à 5,5%. Mais le fitness, ça a une TVA à 20%. Donc ça aussi, tu vois, si on redevenait intelligent sur le sujet et qu'on baissait peut-être un peu la TVA sur les cotisations, ça ferait pas baisser les abonnements, mais ça permettrait de développer des vrais emplois, des plus grosses infrastructures, etc., etc. Là, tu rentres 10 000 € de chiffre d'affaires, t'en files 2 000 à l'État. C'est très compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Bref, c'est un pays complètement aberrant, mais je te souhaite bon courage dans cette aventure parce que c'est un métier de passion, donc ça vaut le coup. Ouais, c'est ça. Après, en vrai, il y en a plein qui me le disent, ouais, c'est un métier de passion, t'as de la chance. Quand t'es dans le dur, ta passion, tu la vois loin quand même. Hein. Donc, mais par contre, ouais, ça c'est un truc que je fais depuis peu, parce que du coup, mon ancien associé était très... on parle pas d'argent et tout ça. Et là, j'essaie d'éduquer un petit peu tous ceux qui sont autour de nous. Et je leur dis, bah ouais, mais là, c'est vraiment nécessaire. Si je veux faire un contrat, moi c'est ça. C'est pas la même. Alors oui, je comprends, tu vas acheter un appart et tout, mais... Bien sûr. Mais ça reste précaire pour nous, quoi. Il faut que ça arrive, hein. Mais tu vois, par exemple, c'est très bien ce que tu dis. Ça me fait penser à l'époque où je voulais augmenter mes cotisations et j'avais fait l'erreur de pas le faire régulièrement. Donc quand j'ai eu besoin de le faire,
J'ai augmenté de 20 balles direct, je crois. Mais de toute façon, c'était soit ça, soit je pouvais pas continuer. Et j'avais demandé à mon équipe ce qu'ils pensaient d'expliquer en fait ce que représentait une cotisation en termes de prix. Et il y a plein de gens qui m'avaient dit ouais non, ça sert à rien, les clients ils s'en foutent, etc. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Quand tu sais les coûts qu'ont une salle et ce que ça représente sur ta cotisation, tu vois, c'est pas pareil quand tu fais payer 80 balles où tu penses que l'owner se met 80 balles dans la poche, que quand tu payes 80 balles, que tu sais qu'en fait déjà là-dessus, il va lui en rester 63, 64, que sur ces 63, 64, il y a sur la totalité des cotisations le loyer qui va lui imputer encore, je sais pas, 20% de son truc là, donc d'un coup tu as 100% de la cotisation, bah, tu te retrouves TVA loyer quasiment plus qu'à 60%. Sur ces 60%, tu as encore d'autres charges fixes, et en dernier, s'il reste quelque chose, tu te payes. Et là d'un coup, moi je me suis rendu compte qu'en discutant de ça vraiment factuellement avec mes clients, bah, d'un coup ça leur fait relativiser le prix qu'ils payent. Parce qu'en plus, tu as un problème avec le prix, qui est la notion de valeur perçue. C'est-à-dire que si je te dis 100 € pour un sandwich, bah, ça fait cher. Et 100 € pour un aller-retour à Marrakech, ça fait moins cher. Donc c'est pas vraiment une question de somme, c'est qu'est-ce que j'ai pour cette somme-là. Et l'anecdote, c'est que depuis qu'on communique beaucoup mieux sur nos tarifs et nos enjeux avec nos clients sur la salle, on a beaucoup moins de freins au paiement et beaucoup moins de gens qui râlent, alors qu'on est beaucoup plus cher qu'avant. Ok. C'est-à-dire que les gens râlent moins à 95 balles le mois parce qu'on leur explique qu'il y a 50 heures de cours par semaine, 4 coachs tout le temps à la salle, qu'on est ouvert de 9h à 21h, qu'il y a des créneaux, il y a 3 cours en même temps, qu'on est ouvert le dimanche, etc. etc. Et on leur explique que voilà, on fait ça pour pouvoir avoir des vrais contrats, du vrai taf, etc. On leur explique aussi clairement qu'on a des loyers qui sont complètement exorbitants. On leur explique que prix hors taxe, prix TVA, etc. Ah oui. Et en fait, on a beaucoup moins de freins sur les tarifs que quand avant, je te donne un exemple, il y a 10 ans, on était à 50 balles et on communiquait pas comme ça. Et donc j'avais des gens qui m'expliquaient que 50 balles c'était cher, beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui, qu'on est au double. Ok. Mais parce qu'on leur explique ce que c'est. Donc ils ont pas l'impression. Avant ils disaient ouais, le mec fait payer 50 balles alors que toutes les salles elles sont à 20 balles, il s'en met plein les poches. Aujourd'hui ils savent qu'avec 95 balles, en ayant autant de contrats en CDI, en ayant autant de charges, en ayant l'électricité qui coûte tant, en ayant du matos à gogo et autant d'heures de travail de présence à la salle, ils percutent bien qu'en vrai, si on fait moins cher, en fait on ferme. Ouais. Et donc, comme je te disais, on a beaucoup moins de critiques sur nos tarifs depuis qu'on communique. C'est-à-dire que, et ça c'est une idée générale qu'on essaie de développer chez Watt, c'est que le tabou et le non-dit fait beaucoup plus de dégâts que la vraie discussion pure et dure, tu vois. C'est-à-dire que quand on a eu le Covid aussi, j'ai vu plein de gens faire des t-shirts, soutenez votre box, machin, alors que les mecs ils voulaient pas prêter leur matos, les owners ils prenaient leur Assobike pour aller pédaler dans leur appartement et ils laissaient tous les clients sans rien. Nous, on a communiqué sur le fait que Monsieur Macron avait dit que le 15 mars 2020, je m'en souviens toute ma vie parce que j'étais à ma salle à ce moment-là, en train de faire Squat Everyday, que faire en sorte qu'on n'ait plus de loyer à payer pendant le confinement. Faut vraiment rien connaître à l'économie et au fait que 90% des biens en France sont achetés à crédit pour croire qu'on peut arrêter les loyers comme ça. Bref, donc moi j'avais expliqué que ça allait pas se passer comme ça et que si les gens ne laissaient pas leur cotise, il y allait plus y avoir de loyer, il y allait plus avoir de salaire pour les gonzes et que parce que cette situation n'était pas une situation d'avenir, quand on allait pouvoir réouvrir et se déconfiner, peut-être que le staff ferait plombier, agent de sécurité, que la salle elle aurait complètement coulé et qu'il fallait qu'ils se posent la question si les 80 balles qu'on faisait payer à l'époque, sur 3 mois, ça allait vraiment les enrichir, tu vois. Et grâce à ça, on a eu 95% de nos clients, si c'est pas plus, qui ont laissé leur cotisation. Et ça nous a aussi permis un autre truc,
c'est que derrière, nous on a travaillé, c'est-à-dire qu'on leur a fait des vidéos tous les jours, on leur a de manière top secrète passé la totalité du matériel. Donc il y avait des gens, ils avaient des rameurs chez eux. J'ai encore un mec là qui vient de me ramener une dumbbell de 24 qu'il a oublié dans son jardin pendant le Covid. T'avais oublié? T'as pas fait les petits papiers? Si, mais bon, là-dessus on était vraiment des branques. T'avais pas de... Je crois que j'avais vu un podcast avec Tony Jazz. Tu t'avais dit que t'avais pas de fichier client jusqu'à... Ouais, c'est ça. C'est ça, on était vraiment à l'arrache au début. Donc à l'époque, on était encore un peu à l'arrache. Et tout ça pour te dire que dès cette époque-là, on a commencé à vraiment communiquer de manière directe avec les clients en leur mettant une forme de responsabilité au sens où nous, on peut être responsable de leur prêter tout le matos, de maintenir une activité sportive chez eux en ligne, de maintenir un groupe, de maintenir une motivation, de maintenir une cohésion. Mais par contre, on n'est pas responsable, on peut pas supporter sur nous les frais fixes de la salle qui tournent au départ par rapport à leur cotisation, tu vois. Et ça, c'est pareil, mon staff avait dit je suis pas sûr que ce soit une bonne idée et tout. Et en fait, ça a été une très 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 bonne idée. Donc, s'il y a un conseil à donner aux gens qui sont dans ce truc-là, je parle en termes de gestion de votre salle. C'est pas une entreprise normale, c'est-à-dire vous n'êtes pas boucher charcutier. Là, les gens, ils vont passer plusieurs heures par semaine auprès de vous. Les clients deviennent rapidement vos amis avec qui vous sortez, vous passez le week-end et tout. Et en fait, c'est pas forcément intéressant d'aborder tous les sujets avec les clients, les coucheries et les trucs là, faut en rester distant. Mais par contre, sur tout ce qui est vie de la salle, on est vraiment une communauté. Le coach principal a une responsabilité, le gérant a une responsabilité, mais c'est très très intéressant de responsabiliser aussi le client. Et en fait, très souvent, les gens pensent que ça va être mal pris, alors qu'au contraire, ils se sentent beaucoup plus part, puisqu'ils se sentent avoir une part de responsabilité dans l'action collective. Et je trouve, de mon expérience, que c'est vraiment très apprécié. Donc en termes de tarification, c'est vrai que expliquer clairement pourquoi ça coûte ça et quel objectif, nous, si on avait que des mecs en auto-entreprise, on pourrait baisser nos cotisations. Mais c'est pas un projet sociétal viable. Non, c'est sûr. Là, on a que des mecs, ils sont maintenant propriétaires parce qu'ils ont pu emprunter. Ils peuvent partir en vacances, ils peuvent évoluer dans leur vie. Et ça, c'est grâce à nos clients et on les remercie, tu vois. Mais on arrive à créer des situations sociétalement viables parce qu'on discute avec les clients et qu'on leur explique que c'est un objectif. Je pense que, par exemple, avec la clientèle qu'on a dans les salles de fitness tradi, les gens s'en branlent. Tu vois, nous, on a un peu cette clientèle-là sur la côte. Et moi, j'avais essayé d'expliquer un petit peu tout. Effectivement, je m'en mets pas plein les poches parce que des fois, on fait des questionnaires et c'est ce qui revient. Et du coup, j'essayais d'expliquer un peu ça, mais ils s'en battent les couilles. Enfin, il y a une minorité quand même qui comprend l'éducation qu'il y a derrière, mais l'autre dit, en fait, je m'en branle. C'est une culture. C'est-à-dire que nous, pareil, dans le coaching, au quotidien, on essaie de responsabiliser les gens sur leur impact sur leur propre vie par leurs actions. On a un coaching qui est très dev perso. Moi, dans toutes mes coaching week ou dans tous mes cours d'haltéro, par exemple, je vais dire le snatch ou le clean and jerk, c'est un moyen de développer des qualités, mais si c'est pour que ça reste que en haltéro, ça m'intéresse pas. C'est-à-dire que par exemple, pour moi, l'haltérophilie, c'est un très bon moyen de devenir discipliné et précis. Mais si c'est pour que vous deveniez discipliné et précis qu'en snatch et que vous compreniez pas comment ça se transpose aux autres aspects de votre vie, ça m'intéresse pas. Moi, j'utilise le CrossFit comme un moyen de développement physique et de développement intellectuel, mais c'est pas une fin en soi. La gymnastique, c'est pareil, tu vois. C'est ces notions de rigueur, d'action dans le temps long, de répétition qui permet d'obtenir un résultat, etc., etc. Moi, j'utilise juste le CrossFit et les disciplines du CrossFit comme un moyen de leur montrer que, ok, ils sont en train de développer des trucs. S'ils font l'effort de le transposer en dehors, ça va changer leur vie. Et donc, si tu fais ça sur le long terme, tu te rends compte que tes clients s'élèvent sur le plan, je pense qu'on peut utiliser le terme de spirituel. Et donc, ils deviennent beaucoup plus conscients des choses. Et donc, après, on peut amener ce type de discussion sur le rôle de leur consommation, par exemple. Est-ce que
aller payer 19,90 € dans une salle low cost où le seul employé c'est un commercial et autour il va graviter que des auto-entrepreneurs qui sont la plupart du temps, faut quand même le dire, des crèves la dalle, en plus avec maintenant l'État qui décide de leur augmenter leur cotisation parce que tu comprends, c'est tellement une situation d'avenir d'être auto-entrepreneur que autant aller gratter de l'argent sur eux. Bref, c'est aberrant. C'est vrai que une fois que tu crées une bonne culture autour de ton enseignement, tu vas te retrouver à avoir des gens qui sont plus conscients. Après, pour aller dans ton sens, c'est vrai que les premières années où j'ai ouvert, j'avais pas encore développé cette culture-là. Donc peut-être que j'avais pas ce type de discussion avec les clients parce que je sentais que je pouvais pas. Et peut-être que je l'ai eu à l'issue parce que je sentais que je pouvais. Mais faut bien comprendre un truc, c'est que la culture, je crois que c'est un des trucs qu'on va aborder ce soir pendant le séminaire. Trop bien. En fait, il faut vraiment développer une culture. Quand j'étais en 2015 à Newcastle avec Paul Warrior, il m'avait donné un conseil qui m'a beaucoup suivi. Il m'avait dit, il faut que les gens viennent à ta salle pour ta culture et pas pour la discipline que tu proposes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est CrossFit, demain CrossFit te garde, etc. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de salles qui sont désaffiliées aussi au passage. Et celles qui tiennent, c'est ceux qui venaient que pour parce que c'était écrit CrossFit. Demain vous avez plus écrit CrossFit, les gens viennent plus. Nous moi j'ai monté We Are Athletic en 2014 parce que quand je suis allé m'entraîner à CrossFit Invictus à San Diego, entre mon hôtel qui était à 500 mètres et la box de CrossFit Invictus, il y avait 3 autres salles de CrossFit. Donc j'ai dit ok, donc le futur c'est autant de salles de CrossFit que de McDo. Donc comme moi je veux me différencier des autres McDo, il faut que je crée ma marque. Donc en janvier, je suis rentré le janvier 2014. Février 2014, j'ai déposé We Are Athletic à l'INPI et j'ai commencé à travailler autour du concept de We Are Athletic, avec pour but qu'à terme, ça surpasse le nom CrossFit sur ma salle. Et donc d'entrée, on est rentré dans une culture un petit peu différente. Alors au début, on s'est fait chier dessus par tous les pros CrossFit qui veulent faire plus CrossFit que CrossFit, mais force est de constater qu'en 2025, j'avais fait le bon pari. Et c'est ce qui nous a permis après de nous diversifier sur nos programmations, puisqu'on a été les premiers à faire des programmations en France à utiliser le CrossFit à but de transformation physique. Ouais. Ça nous a permis de prendre un gros virage sur le développement personnel et la préparation tactique. Donc, et aujourd'hui, donc, le mastermind, etc. Donc, c'est vraiment en se diversifiant et en créant notre propre culture qu'on a pu se démarquer. Et pourquoi j'explique ça ? C'est parce que ce qui ressort des gens qui viennent en coaching week chez nous, ce qui ressort des gens qui viennent en drop-in, et on est sur la Côte d'Azur, on a quand même beaucoup de drop-in. Maintenant, on a même des gens qui viennent en vacances ailleurs pour pouvoir être en drop à notre salle, ce qui est quand même ultra gratifiant. Ouais. Ils nous expliquent tous qu'il y a une culture qui est complètement différente chez nous, qu'ils n'ont jamais vu des gens qui bougeaient aussi bien dans d'autres salles, que ça leur met un coup de boost de venir chez nous régulièrement, même si c'est juste en drop. Parce qu'ils se sentent vraiment dans une culture qui est à part. C'est très valorisant aussi, parce que je reçois ça, je pense, un jour sur deux, des gens sur les réseaux sociaux qui me disent qu'ils rêveraient de déménager ailleurs juste pour s'entraîner dans notre salle. Je veux dire, c'est que les gens sentent les valeurs qu'on essaie de proposer. Après, ils y adhèrent ou ils y adhèrent pas. Ça, c'est pas mon beefsteak. Mais moi, il y a plein de gens qui ont des systèmes de valeurs auxquels j'adhère pas. Je respecte, j'ai pas forcément envie de les anéantir. Mais c'est pas la culture que moi je développe. Et c'est vrai que très souvent, les gens se lancent dans un concept, dans une franchise. Ouais. Donc là maintenant t'as Irox, j'ai vu l'Agri là, un nouveau truc qui ressemble à du Pilate un peu plus énervé. Voilà, de toute façon il y a des cycles, il y a des modes et ça va toujours changer. Et ceux qui arrivent à passer à travers, c'est ceux qui arrivent à créer leur propre culture. Et c'est une bonne question que les gens qui regardent peuvent se poser. Sur quoi repose la culture ? Sur quelle valeur repose la culture que vous développez dans votre salle. Et tu vas voir qu'il y en a 90% qui vont dire moi je suis CrossFit machin, donc c'est les valeurs du CrossFit. Ouais. Oui, mais non, parce que ça c'est les valeurs du concept, mais c'est pas les tiennes à toi. Et ça va poser un problème. Donc moi j'ai plein d'amis qui ont des salles et qui la gèrent totalement différemment que la mienne, et je respecte tout à fait. Il y a des gens qui ont des valeurs qui sont
légèrement différentes des miennes et pourtant on collabore. Et ils suivent même la prog What Owner Trop bien. au sein de leur salle. Tu vois, donc on n'a pas tous à être parfaitement identiques, mais on a quand même des points d'intersection qui font que leur culture arrive à s'imbriquer dans la nôtre, même si elle est différente. Je prends l'exemple des différentes églises catho qui sont au sein du même truc, différentes écoles musulmanes qui s'imbriquent dans le même truc, les différentes religions asiatiques qui s'imbriquent dans les mêmes courants. Il peut y avoir des cultures qui sont légèrement différentes, mais qui se rejoignent et qui s'unissent sans trop de problèmes, tu vois. Donc, c'est une question d'ailleurs qu'on pourrait poser dans les BP, dans les CQP. Sur quelle valeur tu veux travailler? Tu vois, ça c'est hyper intéressant, parce qu'on fait des programmes prise de masse, perte de poids, réhab. Ouais. Ok, mais au-delà de ça, qu'est-ce que tu veux travailler chez les gens? Ben moi, j'aimerais qu'ils apprennent que s'ils répètent plein de fois un truc, ils sont capables. Je voudrais qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent développer de l'estime d'eux-mêmes en développant des compétences. Et ces compétences-là, ils vont commencer par les créer à ma salle. Et se rendre compte que s'ils peuvent les faire dans une salle, ils peuvent les faire en dehors. Enfin, tu sais, il y a plein de possibilités. Et là, tu vas commencer à développer une culture en plus de certaines qualités physiques à la salle. Et les gens vont venir à la salle parce qu'ils sont réunis autour de cette culture. Ouais. Et donc là, on commence à créer une vraie communauté. Et là, on peut commencer à avoir des vraies discussions sur la société, la vie de la salle, parce que les gens vont se sentir plus impliqués. C'est vrai que tant qu'ils sont dans une démarche de consommation, clairement, je te prends l'exemple d'un forfait téléphonique, par exemple. Moi, j'ai pas la culture SFR, Bouygues ou Free. Demain, je dois changer de portable, je vais aller au moins cher. Ouais, c'est sûr. Tu vois, je vais regarder les services qu'ils proposent et je vais essayer, si à 2 services égaux, je vais prendre le moins cher, je m'en bats les couilles de la culture que ça soit Free ou SFR, tu vois. Ouais. Il faut arriver à transposer ça un peu à la manière des restaurateurs. C'est-à-dire que les gens qui font autre chose que de la malbouffe vite fait sur le pouce le midi, c'est des gens qui ont monté des restaurants où il y a une vraie culture. Voilà, chez nous, on mange tel type de cuisine. Ouais, t'as le service. Voilà, il y a particulier. exactement. Les serveurs, ils se comportent comme ça. Nous, la qualité, c'est ça. La promesse, c'est ça. Et les restos qui durent. Parce qu'il y a un énorme turnover dans la restauration quand on s'intéresse un peu à l'entrepreneuriat. Les restos qui durent, c'est des restos qui ont... Alors, soit ils sont à un endroit où ils ont pignon sur rue et dans un truc ultra touristique, et là, même si c'est de la merde. Bon, comme c'est touristique, les gens font que passer, même s'ils ont une expérience de merde, t'auras toujours des nouvelles personnes. Mais en dehors de ces zones-là, les restos qui durent sur le long terme, ce sont des gens qui ont une vraie culture. Et donc, les gens qui vont manger là-bas, ils vont manger là-bas pour la culture qui est développée dans le resto. Donc, encore une fois, là, je trouve que la restauration, c'est une bonne image. Puisque t'as les deux. Ouais. T'as le fast-food hyper rapide. Voilà, moi, je paye 6 balles, je vais à un burger, je vais à McDo. Voilà. Et puis, t'as les gens qui vont vouloir mettre le triple et manger correctement, assis, posé, avec un serveur agréable, avec une alimentation correcte. Et clairement, ces restos-là ne vont durer que si les clients reviennent, et les clients vont revenir parce qu'il y a une culture qui est développée. Et des fois, comme tu dis très bien, c'est parce que le serveur il est hyper bonnard, parce que je sais qu'en 20 minutes je suis servi, parce que c'est toujours bon, je commande toujours le même plat, il est toujours servi pareil et j'adore. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de faire des trucs hyper ésotériques, tu vois. Mais moi je fais beaucoup de parallèles avec la resto parce que je viens de là. Ok. Et du coup on avait le patron, tu vois, un mec incroyable qui m'a lancé en fait l'envie d'entreprendre. Ok. Le mec, plus tu travaillais, plus t'étais payé, enfin plein de trucs comme ça. Et pour le staff, les stagiaires qu'on a, je fais beaucoup de parallèles avec des restos parce qu'il y a un ancien étoilé sur Caen. Et en fait le chef, donc du coup le mec qui a le resto, qu'on a plusieurs, il t'accueille. Même si il cuisine derrière et tout, il t'accueille. Fin de repas, il vient te voir, il fait le tour de toutes les tables. Tu vois, genre c'est vraiment millimétré. Incroyable. Alors, il y a une procédure, tu vis une expérience. C'est ça coûte 200 balles le repas, mais par contre, c'est incroyable. Ouais, tu vis une expérience. Ouais, clairement. Et très souvent, moi j'ai vu des gens se lancer dans l'ouverture d'une salle parce qu'ils trouvent que le crossfit c'est trop bien, ils ont envie de s'entraîner et tout. Ouais. Mais en fait, ils se sont lancés avec la mauvaise proposition. Je sais vraiment plus où on en était.
Bon, relance sur ce que tu as envie de comprendre, ouais. je comprends. Ouais, un petit sujet que je voulais voir avec toi, parce que moi ça m'arrive, tu vois, à la salle. Je suis maintenant que mon associé est parti, c'est un peu différent. Mais j'étais le Quentin méchant, tu vois. On était deux Quentin, donc moi c'était Quentin méchant. Donc est-ce que toi t'as une étiquette un peu comme ça? C'est une très très bonne question ça. En fait, pour te donner la réponse la plus complète possible, je pense que l'owner, et si c'est pas l'owner c'est quelqu'un d'autre, mais il faut qu'il y ait une espèce de garant de la rigueur. Moi j'ai une étiquette de méchant parce que évidemment je suis pas quelqu'un de super docile et j'ai une limite acceptable qui est relativement faible. Mais j'ai essayé de grandir et d'évoluer un peu et de devenir un peu plus facile sur le sujet. Mais je reste quand même le garant de certaines valeurs, d'un certain système. Je pense que c'est vraiment nécessaire d'avoir quelqu'un qui fait ça. Le côté cool, je vais te donner le côté bonnard et le côté mauvais de la situation. Nous, ça marche très bien parce que j'ai inculqué ça à l'équipe. Et donc que ça soit Nico qui coach pas mal ou que ça soit Orlan qui gère la salle et qui coach, ou même maintenant Ryan, ils sont tous solidaires de cette vision rigoureuse. Ouais. Donc, ils gèrent les choses sur le fait, et quand vraiment le problème commence à s'ancrer, moi je n'interviens que dans un second temps. Je pense par contre que la limite de ce truc-là, elle est quand tu as un owner ou un coach qui essaye d'avoir cette vision rigoureuse, et que tu as les autres coachs ou l'autre associé qui la pulvérisent en trouvant drôle d'aller complètement à l'encontre de la vision rigoureuse de la première personne. Et là, par contre, qu'est-ce qui se passe? On en revient à cette histoire de culture. Toi, tu essaies de mettre une culture de rigueur dans ta salle parce que tu penses que c'est une valeur inculquée, et tu te retrouves avec des coachs avec qui c'est la foire et qui prennent un malin plaisir à sympathiser et à prendre le côté un peu sympathique des clients parce que eux ils sont beaucoup plus cool en fait, donc ils se font apprécier par le groupe parce que eux ils ont le côté cool. C'est une discussion que j'ai eue avec des gens qui suivent encore une fois la prog What Owner, avec qui on a fait une espèce de colloque à la salle où on parlait pendant 2 jours de comment améliorer les choses dans nos salles, et je vois un couple qui a une salle et qui m'explique qu'ils ont un problème avec un coach comme ça, c'est-à-dire que eux sur le cours du soir, parce que eux interviennent que le soir, ils essayent de cadrer les choses, la technique, les placements, le respect des horaires, le respect des amplitudes de mouvement, la progressivité, etc., etc. Et en fait, le mec qui donne les cours le midi, c'est la foire. Ouais. Et en fait, il se fait bien aimer des clients parce qu'ils savent que quand c'est lui, Ouais, c'est open bar. c'est open bar et c'est n'importe quoi. Et en fait, ils sont dans un dilemme. C'est-à-dire que eux, ils sont pleins de bonnes intentions pour leurs clients, mais en fait, ils ont la mauvaise image parce que l'autre se place en opposition, Ouais. et il a pris la carte de la sympathie de ces gens-là. Ouais. Et donc, encore une fois, hélas, je vais revenir sur la même chose, mais c'est un problème de culture. C'est-à-dire que ce coach-là du midi n'est pas du tout dans l'envie d'adhérer à la culture des owners, il est dans l'envie de passer pour le mec super cool de la salle, quitte à renier complètement les valeurs de l'équipe. Et donc le mec pense pas équipe en termes de staff, Ouais. il pense à sa gueule. Ouais, ça c'est problématique. Et ça, c'est un vrai problème. Donc pour moi, il n'y a pas de problème à être rigoureux. Méchant, non, il n'y a jamais d'intérêt à être méchant. Non, bien sûr. Mais voilà, avoir ce côté un peu good cop, bad cop, why not? Moi, justement, mes coachs gèrent les problèmes dans un premier pas, parce que moi, je suis le bad cop, eux, ils sont le good cop, mais ça fonctionne très bien parce que ils s'ancrent quand même dans la culture que je veux développer. Tandis que dans la limite des salles que je vois, c'est clair que quand tu as une équipe de 4 coachs, que tu as 2 owners qui veulent donner une direction à la salle, et que des fois, tu as juste un coach qui va à contre-pied en faisant le mec, ouais, non, mais bon, c'est bon, quand c'est moi, on s'en fout, vous allez voir, moi, je suis plus sympa. Ouais. Moi.
bah en fait, c'est un manque de respect pour la culture de la salle. Et ça, pour moi, c'est une limite. C'est une limite. C'est pour ça que je m'assure toujours que les gens que je recrute privilégient la culture que moi je prône plutôt que leur intérêt personnel. Ouais. Au sens où le meilleur moyen de faire fonctionner des êtres humains, c'est de les faire fonctionner pour quelque chose de plus grand qu'eux, pour une idéologie. C'est le seul moyen de tirer le meilleur de l'être humain. La chance que j'ai, c'est que moi, j'ai eu dernièrement des stagiaires de très grande qualité. Ces 2 dernières années, j'ai eu 2 excellents stagiaires qui étaient d'abord clients chez moi et qui ont décidé de passer le BP. Donc j'ai eu le temps de tester leur adhésion à notre culture en tant que client. Ouais. Et j'ai eu 1 an pour tester leur adhésion à notre culture en tant que stagiaire. Donc d'ailleurs, quand je les recrute, vraiment, j'ai au moins 2 ans d'études du personnage. Donc quand le mec rentre dans la boîte, il se sent vraiment privilégié et il n'est pas surpris de la culture de la boîte. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de difficultés quand on recrute comme ça en connaissant pas trop la personne, ou quand on a des stagiaires qu'on finit par recruter parce que c'est commode, mais on a senti que dans le stage, le stagiaire était pas forcément... C'est un vrai pouvoir, je pense, d'arriver à faire fonctionner les êtres humains pour quelque chose de plus grand qu'eux. Ouais. C'est vraiment un truc que je vous conseille de faire dans la tête de vos clients. Il faut qu'ils se sentent, quand ils font partie de votre salle, faire partie d'un truc qui les dépasse. J'ai eu une discussion avec une cliente, on a fait un barbecue ce week-end, elle était venue me remercier parce que voilà, la quarantaine, séparation, voilà, remise en cause de toute sa vie et cette personne, ça fait maintenant 1 an qu'elle est adhérente chez nous et elle me remerciait que voilà, elle se sentait faire partie d'un truc qui l'a dépassée et c'est pour ça qu'elle restait à la salle et que ça lui plaisait. Mais c'est valable pour le côté clientèle et c'est vraiment valable pour le côté staff. Je pense que quand la personne vient dans votre salle pour bosser pour sa gueule à elle, son enrichissement personnel à elle, plus que pour l'idéologie et la culture que vous développez, ça va mal finir. Ça va mal finir. Encore une fois, c'est pas des choses qui sont antithétiques. C'est pas soit ça, soit ça. C'est pas soit je bosse pour ma gueule, soit je bosse pour la culture de mon entreprise. Les 2 intérêts doivent être concomitants. Mais par contre, ça peut pas être 2 directions qui s'opposent. Ouais, non, c'est sûr. Parce que ça, par contre, c'est pas viable. Et d'ailleurs, je pense que c'est la mère de toutes les sources de conflits que j'ai connues dans les salles. Ouais, la scission. Ouais, c'est là que la scission se produit. C'est-à-dire que les gens vont plus bosser pour eux que pour la boîte. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai la chance d'avoir un staff qui est quand même costaud là depuis longtemps et qu'on fait du travail de grande qualité. Parce que tout le monde est ancré d'une certaine idéologie. Et quand tu utilises le terme idéologie, tu sais, ça renvoie à des mauvaises notions, religion, attentat, nanana. Mais en fait, l'être humain, il est fait pour vivre en collectivité et il naît à son maximum de performance, je répète, que quand il bosse pour quelque chose qui l'habite, qui le dépasse. Et t'as ça chez tous les sportifs de haut niveau, chez tous les grands entrepreneurs. Les mecs, à un moment, t'as l'impression qu'ils sont possédés parce que ils font quelque chose qui les dépasse. Ouais. Et je pense que c'est vraiment la clé pour construire une équipe, pour construire une communauté. C'est complètement indépendant d'une religion. Moi, par exemple, je suis baptisé catholique, mais je suis quand même relativement plus athée que catho. Et We Are Athletic n'appartient à aucune religion et à aucune mouvance politique. Mais on a un idéal. Et tous les gens qui nous rejoignent en tant que clients ou tous les gens qui nous rejoignent en tant que professionnels sont habités par cet idéal. Et c'est pour ça que ça grossit. Et je souhaite à tous les gens qui sont dans ce métier de prendre cette direction-là, en tout cas. Ouais, c'est ce qu'on essaye de faire. Ce qu'on essaye de faire, du coup, avec le staff, qui est très, très compliqué. Des fois, t'as les gens, ils disent ouais, c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner. Le business, tu regardes les grosses boîtes. Et avec les clients, encore pire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que tu vois, le restaurateur dans l'exemple que tu prenais, si, ça fonctionne comme ça. Google, Apple, Tesla, c'est que des gens qui bossent pour des idéaux plus que pour leurs pommes à eux. Ouais. Donc non, par contre, ce qui est sûr, c'est que développer une culture, c'est un combat au quotidien. C'est un combat qui est vraiment quotidien.
c'est un combat au sens vraiment combat du terme, c'est-à-dire qu'il va y avoir des forces d'opposition contre lesquelles il va falloir lutter, et c'est surtout un truc qui est long. C'est-à-dire que moi, Ouillard Athlétique, les 3 premières années, personne n'y croyait du tout, comme ma salle, les 5 premières années, personne n'y croyait du tout. Donc je pense que c'est un jeu de long terme, mais par contre, c'est le seul jeu possible. Et je comprends tout à fait que quand ça fait 1 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans que vous le faites, vous puissiez ne pas voir l'issue, mais vous allez gagner à terme, c'est sûr. Ouais. Hein? Va falloir Ok. aller vite. Ok, ça roule. Je pense qu'on va conclure. De toute façon, on se revoit ce soir. C'était un plaisir, puis de toute façon, on se revoit ce soir. Ouais. Faudrait que la prochaine fois qu'on se voit, on se mette un Metcon dans la tronche quand même. Ouais, mais j'aurais pas fait cet avion. Non, c'est sûr. Bye bye. À la prochaine.